tous ceux qui nous regardent. Je suis Indy et aujourd'hui je suis accompagnée de Dr Boutrin. Alors nous allons parler de la santé des jeunes et surtout du corps humain. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur notre thème d'aujourd'hui? Absolument. Merci Indy de m'avoir sur le plateau. Aujourd'hui nous allons parler de l'organisation du corps humain. On va regarder aux différents... On va observer les différents niveaux d'organisation du corps humain. On va parler de cellules, on va parler de tissus, d'organes et de systèmes d'organes. Et comment tout le monde, comment tous les organes, comment ils travaillent ensemble pour pouvoir maintenir un bien-être. D'accord. Donc, je suis ravie de t'avoir avec nous. Et j'ai une question. Ma question, c'est quelle est la base de l'organisation du corps humain? Alors, le corps, très bonne question. Le corps humain, alors même si on voit les personnes, on voit des gens avec beaucoup de cellules, des yeux, des oreilles, enfin, tout est développé. Ça, on commence en général par des entités beaucoup plus petites, beaucoup plus simples. On va commencer avec la cellule. Et dans la cellule, on aura beaucoup de choses qui vont se faire. Des réactions moléculaires, on aura l'ADN, l'ARN, les protéines et enfin... Oui, on en a parlé. Voilà, on a parlé dans l'épisode précédent. Donc ça, c'est vraiment la base. D'accord. Et puis après, les cellules vont se regrouper. Alors le regroupement des cellules, ce n'est pas seulement au hasard. Les cellules, quand elles se regroupent, c'est pour un but bien particulier. Et à partir de ce regroupement, on va former des tissus. Les tissus vont former des organes et les organes vont participer à des groupes d'organes qui travaillent ensemble. Ce sont des systèmes d'organes. OK. Donc tout ça est très bien organisé et c'est très bien réfléchi. Ah oui, très réfléchi. Le corps est vraiment, c'est une merveille, comme j'ai dit avant, c'est une merveille. Okay. Ce n'est pas du tout du hasard, tout est vraiment très réfléchi. C'est très intelligent. Très intelligent. Oui, je vois tout à fait de quoi tu parles. Et je me demandais, combien on en a de cellules à peu près? Oh, des milliards, voilà, beaucoup. J'ai même lu des milliers de milliards, mais c'est pour dire, on a beaucoup. D'accord. Voilà. Ah ouais. OK. Et donc, si on en a autant et qu'elles sont si petites, donc ça veut dire qu'on peut en quelque part... je ne veux pas dire les négliger, mais ce serait ça le terme. Par exemple, si on est occupé pendant la journée, est-ce qu'on peut boire un peu moins qu'1,5 litre d'eau? Ça peut passer, non? Alors, allons parler de l'eau. Alors, pourquoi on boit de l'eau? Quel est le but de l'eau? Qu'est-ce que l'eau fait pour nous dans le corps? Je ne sais pas, bon... Alors, quand on regarde à l'organisation des tissus, des cellules, il y a de l'eau dans les cellules, il y a de l'eau à l'extérieur des cellules. Oui. Donc, et l'eau est aussi un produit du métabolisme qui se passe dans le corps. Donc, l'eau, c'est très important dans le corps. C'est là où on va trouver, bon, c'est pas seulement de l'eau, bon, il y aura aussi, par exemple, différentes molécules qui vont aussi être dans l'eau, des électrolytes, des trucs comme ça. Mais l'eau, c'est très important. Donc, quand on ne boit pas assez d'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et j'ai oublié, il y a aussi de l'eau dans le sang. Oui. C'est important. C'est important parce que le moins d'eau qu'on a quand on ne boit pas assez, on va réduire notre pression artérielle. Wow. Ça peut impacter juste... Ah oui, c'est comme si... Attends, on va prendre un exemple. Tu es dans ton jardin. Oui. Tu as un tuyau d'arrosage. Oui. OK. Alors, quand tu tournes le robinet à moitié, l'eau que tu as à la fin, la pression, tu auras une plus grande pression quand tu tournes le robinet à la moitié ou alors quand tu es vraiment au maximum? Mais quand je suis au maximum. Au maximum, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'eau. Dans le tuyau. Voilà, dans le tuyau. Oui. Eh bien, c'est pareil pour les vaisseaux sanguins. Ah imagine bon? que l'eau, c'est le sang. Et le sang a beaucoup d'eau. OK. Donc, si
si j'ai assez d'eau dans le sang, parce que, bon, l'eau vient de ce que je bois, Oui. Donc, j'aurai plus d'eau dans le tuyau, dans les vaisseaux. OK. Donc, ma pression artérielle, elle va être élevée. Enfin, élevée pas au point d'être une pathologie, mais être conséquente dans ce qu'on doit avoir. Donc, si on ne boit pas assez d'eau, ça veut dire que l'apport en eau qu'on devrait avoir pour le corps, c'est compromis. OK. Donc, la pression artérielle, elle peut être impactée. Donc, automatiquement, en général, quand on est déshydraté, ça veut dire qu'on ne boit pas assez d'eau. Et la sensation d'être déshydraté, c'est parce que le corps nous dit il n'y a pas assez d'eau. Et comment le corps sait ça? C'est parce qu'en général, on a des c'est un petit peu comme comment je vais dire ça? Des capteurs, peut-être? Des capteurs, voilà, qui sont dans les vaisseaux sanguins, sur certaines artères, qui mesurent notre pression artérielle. OK. Et aussi au niveau des reins, on a aussi des capteurs. Et ça nous dit, OK, il y a une baisse de la pression. Et l'organisme, la manière dont l'organisme agence ça, c'est de, OK, il y a pas, la pression diminue. L'une des réponses automatiques, c'est on va augmenter. Et comment on va augmenter? Soit on perd moins d'eau, donc comment on perd l'eau? Soit la sueur, l'évaporation ou les urines. Donc à ce moment-là, on va uriner moins parce qu'on est déshydraté. OK. C'est pour ça que lorsqu'on ne boit pas assez d'eau, on n'urine pas autant. Et le corps nous dit il faut boire. Donc là, ce sont des réponses que le corps s'adapte. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que tu penses que tu peux boire? Je réfléchis. Sincèrement, maintenant, tu m'as fait réfléchir parce que si ça peut arriver jusque-là, faudrait que je fasse attention. Bon, ça va pas arriver le même jour. Oui. Mais si la personne, comme on dit, est chroniquement déshydratée, ça peut avoir des complications. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a un tissu qui est fait de beaucoup d'eau? Le sang. Le sang. Le sang est fait de beaucoup d'eau. Alors, as-tu vu les tubes de sang qui ont été centrifugés? Non. Alors, quand tu vas, par exemple, tu dois aller faire des analyses de sang. Oui. Tu vas, ils te font un prélèvement de sang dans un tube. OK? Donc, le tube, quand il va au labo, en général, il mélange. Et puis après, il centrifuge. Bon, ça dépend du test qui doit être fait, mais en général, il centrifuge pour séparer les différents constituants, les différentes phases du sang. Okay. Donc, en haut, on aura une phase liquide, un petit peu de couleur jaune. Ça s'appelle le plasma. Et c'est là où on a la majeure partie de l'eau. D'accord. Et après, on aura la couche blanche avec les globules blancs, d'autres, les plaquettes. Et puis, au fond, on aura le culot rouge. C'est là où on aura les globules rouges. Donc, quand tu regardes le plasma, c'est là où tu vas trouver la majeure partie de l'eau. OK. Donc, le sang a beaucoup d'eau. Et ça permet aussi aux cellules qui sont dans le sang de pouvoir être transportées. Parce que, le rôle principal du sang, c'est transport de cellules rouges, globules rouges qui transportent l'oxygène, globules blancs, la défense immunitaire, les plaquettes, la coagulation. OK? Et puis, d'autres choses aussi, les gaz comme l'oxyde de carbone, voilà. Donc, tout ça, c'est dans le sang. Mais s'il n'y a pas d'eau, eh bien, personne ne va bouger. Personne ne se déplace. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, il nous faut de l'eau. Il nous faut de l'eau. Donc, il nous faut boire au moins 1,5 litre par jour. Oui. En général, c'est ça. Mais il y a aussi, maintenant, il y a aussi j'ai vu des commentaires où il est recommandé de suivre le poids de la personne pour savoir combien de verres d'eau que la personne doit boire aussi. Donc, dans une journée. Voilà. Okay. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont des problèmes alimentaires, qui ont un poids vraiment très, très bas comparé à la moyenne. Donc, il faut apparemment aussi tenir en considération ces paramètres. Je sais aussi que le matin, ça réveille le corps, disons, de boire un verre d'eau. C'est vrai? Oui, c'est vrai.
Moi, je sais le matin, tous les matins, je bois un verre d'eau. Avant, je me réveille, je bois, c'est pas un verre, mais quand même un petit peu moins, mais je bois quand même de l'eau. Et disons, 30 minutes après, je sens que mon estomac me dit qu'il est réveillé. OK. Donc oui, ça aide beaucoup. Et puis, ça aussi, ça lave un petit peu comment on dit, le tube digestif. Okay. Parce que, bon, on boit ça dans la gorge, après l'œsophage et tout ça, les intestins. Donc, c'est un petit peu nettoie pour pouvoir préparer pour la journée. OK. Donc, c'est important. Je note ça. Et ça réhydrate aussi les cellules parce que, bon, l'eau sera absorbée et ça va aller dans le sang, donc ça va un petit peu réveiller. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les tissus? Les tissus, donc on a parlé du sang. Le sang, c'est un tissu... conjonctif. D'accord. Oui. Donc, c'est un tissu conjonctif. Est-ce qu'il y a d'autres types de tissus? Oui, alors, on a le corps a 4 types de tissus. Il y a le tissu conjonctif, le tissu nerveux, le tissu musculaire et le tissu épithélial. D'accord. Alors, épithélial, c'est surtout, on parle des surfaces externes, il y a aussi internes du corps. Le tissu épithélial, alors, il y a des cellules qui sont spécialisées au niveau du revêtement, donc c'est plutôt un rôle de protection. Il y a aussi les cellules glandulaires qui font des sécrétions. Donc, c'est aussi un rôle de protection. C'est surtout au niveau, par exemple, des muqueuses. Il y a, donc, à l'intérieur du corps. Voilà. Donc c'est plutôt interne. En disant ça, notre peau aussi, on a des substances qui sont antibactériennes, par exemple, en tant que défense aussi. Donc, la peau, ce serait du tissu épithélial. Épithélial, d'accord. Voilà. Donc, c'est protection. Voilà. C'est une protection physique qui est très importante parce que si on la perd, on est sujet à des infections. C'est sûr. Voilà. Donc, par exemple, si tu fais, disons que tu fais de la cuisine, d'accord? Tu as un bon couteau. Oula. Et puis que tu fais pas attention et puis tu te coupes. OK. Tu coupes la peau. Ben, qu'est-ce qui se passe d'habitude? Qu'est-ce que tu ressens? Saigne. OK. Ensuite, le saignement peut s'estomper, du coup, par rapport aux plaquettes. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait se passer? La douleur. La douleur, ça devient rouge. Voilà. Ça enfle. Ça enfle. Voilà. Donc, tout ça, ça fait partie de la réponse inflammatoire. OK. Mais les cellules qui agencent tout ça, ce sont les cellules qui sont dans le sang. Ah bon, d'accord. Okay. Mais alors, ce qui se passe, que quand on coupe la peau, bon, c'est pas volontaire. Donc, comme on a des bactéries partout, sur toutes les surfaces, il y a des bactéries qui entrent dans la coupure, dans les tissus. Et ça va commencer une série de réactions, la réaction inflammatoire, et ça va mettre en danger les tissus qui sont en dessous de la peau. Parce que maintenant, dans les tissus, qu'est-ce qu'il y a? Des protéines, il y a des matières grasses, il y a le sang, tout ça. Alors, imagine les glucides, les protéines, les lipides. Eh bien, les bactéries, c'est comme si tu leur dis bon appétit. OK. Donc, elles se nourrissent de ça. Ah oui, c'est vraiment de bons nutriments pour les bactéries. D'accord. Donc, le corps, pour éviter que une infection, le corps doit se battre. Et la réaction inflammatoire, c'est la première réponse qui va aider à ce niveau-là. Donc, la peau, tout ça, c'est pour revenir à la peau. Le rôle de la peau est très important au niveau de la protection. Par exemple, notre exemple, les grands brûlés. OK? Alors, ils ont de grandes plaies. C'est quand même... Alors, quand ils sont vraiment... les grands brûlés, l'intégrité de la peau est compromise, c'est-à-dire qu'elle est détruite. Donc la fonction du tissu épithélial, à ce moment-là, ce serait la protection. On est d'accord? Et donc, si on n'a plus de peau, parce qu'on est brûlé, plus de protection. Voilà. Donc, les bactéries, les microbes, on y va.
Voilà, miam miam. Okay. Voilà, c'est le, comme on dit, venons et réjouissons-nous, nous avons tout ce qu'il nous faut. Donc c'est pour ça qu'en général, il faut faire très attention pour les grands brûlés. En général, on met les bandages, tout ça pour les protéger, parce qu'il n'y a plus de protection, il n'y a plus de barrière physique. La peau, c'est une barrière physique entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, une fois qu'on a perdu la peau, eh bien, on a perdu ça à ce niveau-là. Et puis aussi, la peau est très... il y a beaucoup d'agilité. Bon, tu sais, on tire la peau, on joue avec, tout ça. Très élastique. Voilà. Les grands brûlés, ils perdent tout ça. Wow. Et comment ils font pour récupérer leur peau? Alors là, c'est très dur. Hein. Bon, on parle de greffe de peau. Bon, ça dépend de l'importance, quoi, de la zone de brûlure, de la gravité, mais c'est pas évident, c'est très douloureux, c'est pas évident. Et surtout, il faut faire attention au niveau des infections. Oui, donc ils sont par exemple dans des chambres isolées, voilà. Isolées. Leurs familles peuvent les voir ou... Ben, ça dépend, ça ce sont les docteurs qui décident, vu l'état des patients, si c'est recommandé ou pas. D'accord, waouh, c'est beaucoup. Alors, et donc il faut faire attention. Voilà, donc tout ça pour dire la peau, on voit la peau. Pour nous, bon, j'ai ma peau, c'est banal. On n'imagine pas. On n'imagine pas. D'accord. Ok. Donc, tu nous as parlé du tissu conjonctif, épithélial. Le tissu musculaire? Oui, musculaire. Alors, le tissu musculaire, c'est pour le mouvement. Ok. Alors, quand je te regarde, tu es assise. Alors, si je mets mes lunettes scientifiques, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, à l'intérieur, il y aura ton squelette. Et puis, par-dessus, il y aura les muscles. Oui. D'accord? Et puis après, au-dessus, il y a la peau. Alors, imagine les ligaments. Les ligaments aussi. C'est du muscle. Voilà. Les ligaments aident au niveau... Ils attachent les muscles. Voilà. Ils lient les muscles au squelette. OK, d'accord. Alors, s'il n'y avait pas de squelette, on n'aurait que les muscles et la peau. Est-ce que tu penses que tu aurais pu être assise? J'aurais pas pu tenir debout. Non, non. Okay. Parce que bon, le squelette, c'est dur, OK? Donc, ça maintient la structure physique. Donc, même si je suis assise, j'ai ma partie du squelette, tout ça, bon, les os maintiennent mon état physique actuel, OK? Maintenant, les muscles, le squelette sans les muscles, c'est un squelette. Il ne bouge pas. Ça ne fait pas grand-chose. Parce qu'on n'a que des os, OK? Voilà. Donc, les muscles qui sont par-dessus, ça aide à bouger. C'est pour ça, bon, j'ai mes os dans l'avant-bras, dans le bras, mais si je n'ai pas de muscles, je ne peux pas faire, par exemple, ce genre de mouvement. Voilà, donc c'est ça la partie, enfin, le tissu musculaire, c'est squelettique. C'est surtout le mouvement. Bon, maintenant, on a aussi le tissu cardiaque, OK? Donc, là, on parle du cœur. Okay. Bon, c'est musculaire aussi. Mais le cœur, c'est comme une pompe. Donc, ça se contracte, ça se relaxe, contracte, relaxe. Donc, mais il n'y a pas d'eau dans le cœur. Non. Donc, c'est un tissu, il a aussi un certain mécanisme de contraction, mais ce n'est pas au niveau mouvement comme pour bouger le corps, ou alors les bras, les membres du corps. C'est plutôt, c'est une sorte de pompe pour pouvoir bouger le sang. Okay. Donc, on parle du système cardiovasculaire. Le sang, c'est bien, ça t'a transporté, mais s'il n'y a rien qui pousse le sang pour pouvoir bouger, eh bien, le sang, il va rester, il va stagner. Mais oui. Voilà, donc le cœur, le tissu musculaire dans le cœur, ça aide à sa pompe et puis ça envoie, ça aide le sang à bouger. Okay. Et puis, on a aussi le tissu musculaire lisse. Alors là, c'est plutôt à l'intérieur des organes et puis on en a aussi dans les artères. Il y a aussi un phénomène de contraction, mais c'est plus au niveau fonctionnel. Donc, selon, par exemple, disons, au niveau des artères, surtout les artérioles, si par exemple, des fois, la pression artérielle, elle diminue, la partie des muscles qui
qui sont dans les artérioles, ils peuvent se contracter, donc ça diminue le diamètre à l'intérieur des artérioles, donc ça augmente la pression artérielle. D'accord. Donc c'est juste un mécanisme de régulation, juste pour pouvoir compenser s'il y a un problème au niveau de la pression artérielle. OK. Et donc, si le cœur, il est de... comment dire? Si la contraction du cœur aide au mouvement du sang, ça veut dire que si le cœur a un problème au niveau de son tissu, là, la circulation du sang est impactée. Ah oui, automatiquement. Automatiquement. Imagine que tu as une pompe, OK, et que la pompe, disons, la pompe a deux compartiments. Oui. Et que les compartiments diminuent dans leur capacité de pomper. OK. Ça va causer un problème. On va perdre la pression générée par la contraction de la pompe. Oui. D'accord. Donc à ce niveau-là, c'est pareil. Donc, le tissu cardiaque, c'est comme ça. Donc, si le tissu cardiaque est impacté, si par exemple, il n'est pas irrigué avec assez de sang, le tissu va commencer à se dégénérer. S'il y a des blocages, des caillots de sang qui bloquent le flux du sang dans le tissu cardiaque, ça va causer aussi des problèmes. Il y aura les zones qui ne reçoivent pas le sang qui vont commencer à dégénérer et à mourir. Donc, le tissu cardiaque va perdre de sa puissance, de son efficacité. Donc, à ce moment-là, la propulsion du sang, la fonction cardiaque va aussi être impactée négativement, malheureusement. Oui, mais le tissu cardiaque, il est composé de quoi exactement? Est-ce que tu as un exemple de composants? Alors, je sais qu'il y a l'épicardium, il y a... alors, le cœur, comment dire? Je vais essayer. Alors il y a le cœur et il y a un espace à l'extérieur du cœur. C'est comme une cavité, il y a un fluide et il y a aussi une autre membrane qui enveloppe. Okay. Et bon, alors la membrane qui a le fluide est là, c'est pour pouvoir, c'est comme, comment dire ça, un coussin, c'est pour parce que, atténuer. Voilà, la friction entre le cœur et tout ce qui est autour du cœur. Parce que le cœur, quand il travaille, il contracte, après il se relâche, contracte, relâche. Donc il bouge beaucoup. Il bouge beaucoup. Donc, imagine que tu as quelque chose qui est vraiment proche du cœur. Quand le cœur, il bouge comme ça, ça bouge, ça peut engendrer des frictions. Et à chaque friction, on peut avoir des problèmes au niveau cellulaire parce que les cellules vont être endommagées physiquement par les frictions. Donc, avoir le liquide entre les deux, c'est comme une protection. Une protection. Et puis après ça, bon, on a le tissu même du cœur. Alors, on a la majeure du tissu musculaire dans le cœur et au niveau des... on a les ventricules, parce que ce sont les oreillettes en haut et les ventricules en bas. Donc, ce sont les ventricules qui se contractent, qui propulsent le sang dans les vaisseaux sanguins, dans les artères. Voilà, en général, c'est un petit peu comment le cœur marche. Donc, c'est ça qui constitue le tissu cardiaque. Enfin, oui, il y a plusieurs couches anatomiques. Donc, je vais parler les couches principales, sans entrer dans trop de détails, mais c'est un petit peu comment ça marche. Mais voilà. J'ai une idée maintenant. Donc, si je résume bien, on a 4 types de tissus. Donc, conjonctif, le sang, la peau épithéliale, cardiaque, l'exemple du cœur. Voilà. Et le dernier, c'est le tissu nerveux. Le tissu nerveux. Voilà. Alors, le tissu nerveux, le rôle, c'est la communication. Communication entre ce qui se passe autour de nous et aussi ce qui se passe à l'intérieur. Donc, par exemple, je suis assise, je te vois. Oui. Donc, mes yeux, il y a quand même des images, il y a des choses qui se passent. Et mes yeux, c'est comme des caméras. Enfin, donc, je vois, je reçois des informations.
Mais ça ne s'arrête pas là. Les yeux aussi, ils transmettent l'information au cerveau. Et c'est le cerveau qui nous dit qu'on a vu. Voilà, c'est le cerveau qui un petit peu comprend ou alors intègre les informations reçues. Okay. Et puis un petit peu, c'est comme si c'est le traducteur reçoit les informations, traduit ce qui se passe, puis après, ça, le cerveau émet des réponses selon les informations qu'il a reçues. Donc, les informations sensorielles, par exemple, je touche ma main, je sens quelque chose parce qu'on a des capteurs, comme tu dis, sensoriels, donc, qui répondent à la pression que je mets sur ma peau, ou alors des brûlures, quelque chose me pique. On a les réflexes aussi. Voilà, on a aussi les réflexes, les températures externes. Donc tout ça, ce sont des informations que l'on reçoit qui sont transmises aussi au système nerveux. Okay. Donc il y a beaucoup, c'est vraiment très vaste au niveau communication. Beaucoup d'informations qui rentrent et beaucoup d'informations qui sortent aussi en fonction de ce que l'on reçoit. Alors, les neurones, oui. Ce sont les cellules du tissu nerveux, c'est celles qui naviguent un petit peu toutes ces communications. Et puis, il y a aussi les cellules gliales, ce sont des cellules qui s'occupent des neurones. OK. Voilà. Elles les nourrissent, c'est ça? Voilà. D'accord. Voilà. Elles les aident dans leurs fonctions, et voilà. Puis bon, les neurones, après ça, on a la formation des nerfs, donc il y a beaucoup de structures qui sont élaborées à partir de ça. Les neurones, elles travaillent seules ou elles sont interconnectées entre elles? Ah oui, elles sont interconnectées, donc il y a les synapses. OK. Les synapses, c'est... alors, on aura un neurone précédente, une après, enfin, on dit pré-synapse et après la synapse. Mm-hmm. Donc, l'information rentre, elle est transmise sur la première neurone. Après ça, la synapse, il y a la communication. Donc, il y a différents types de communication. En général, ce sont des substances, des molécules qui sont passées d'une neurone à l'autre pour pouvoir continuer la communication, ou alors les influx d'informations. Mais il y a aussi d'autres types de communication. Communication neuromusculaire, donc les synapses ne seront pas de neurones, il y aura la neurone et puis après il y aura le tissu musculaire. Donc, tu sais, par exemple, je me dis, je veux me lever, OK? Mm-hmm. Donc, c'est volontaire. Je réfléchis, je me dis, je veux me lever. C'est une action qui est volontaire, OK? Donc après ça, donc, la communication se fait du cerveau vers le muscle. Du cerveau vers le muscle, à travers des nerfs. OK. OK? Mais ce sont les synapses qui touchent au niveau musculaire. Voilà, je vais m'arrêter ici. D'accord. OK. Donc, rendez-vous à la prochaine émission pour avoir la suite. Je veux remercier Dr Boutrin d'être venu. Sans problème. Et on se dit à la prochaine fois.